trop large, non, comme plan, du tout. Suite à la diffusion du film à grand succès La Vallée des loups en Turquie, le gouvernement israélien a humilié l'ambassadeur de Turquie en le faisant attendre sur une chaise dans un couloir. La Turquie a protesté, elle a obtenu des excuses d'Israël. C'est un événement assez inédit, non ? Oui, bah là, Israël, c'est un peu la métaphore de toute l'arrogance et de tout le délire et de toute la perte du sens de la réalité de l'oligarchie mondialiste, parce qu'en fait, Israël, c'est un peu ce à quoi ressemblerait le monde entier si l'oligarchie mondialiste arrivait à imposer son projet jusqu'au bout. Une société totalement inégalitaire, pratiquement raciale, inégalité raciale et sociale additionnée, incroyable arrogance de l'oligarchie se prenant pour une nouvelle aristocratie au sens consanguin du terme. Et là, effectivement, il y a le retour de bâton, c'est qu'Israël est quand même un petit pays soutenu jusqu'à présent à bout de bras par les États-Unis d'Amérique, et donc ayant le droit de faire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire d'insulter, d'humilier pas seulement les Palestiniens mais le monde entier. Et là on se rend compte en ce moment que d'abord à travers les dernières positions du CFR, qui est le lobby qui décide de la politique étrangère américaine, que de plus en plus le CFR pense qu'il faut lâcher Israël. On voit qu'Israël aujourd'hui tend la main, essaye de tendre la main à Poutine en disant si l'Amérique nous lâche, on pourrait peut-être se rapprocher de vous, ce qui prouve quand même un certain désarroi. Et on voit aussi que la Turquie, manipulée dans le dossier, ce dossier oligarchique qui s'appelle le redécoupage du Moyen-Orient auquel participe Israël, commence à voir que sa participation à l'impérialisme américain va lui valoir l'explosion de son pays à travers la question kurde, etc. Donc on voit que les Turcs sont en train de tourner le dos aux Américains et aux Israéliens pour se rapprocher des Russes. Et donc on voit que finalement les Israéliens sont dans une arrogance de plus en plus théologico-délirante qui s'appuie de moins en moins sur rien de concret, puisque c'est un pays, sur le plan économique, dont il faut dire qu'il est fictif. Il est fictif à tous les niveaux. Il se repose sur un livre que ces gens-là ont écrit eux-mêmes, sur des subsides qui leur sont versés par les États-Unis sur le dos des citoyens, et d'ailleurs sur ce qui devrait être imputé à la politique sociale américaine, et ça commence à grincer pour eux. Et là, effectivement, ils ont été incroyables. Pour un petit pays comme ça, ils ont manqué de respect à un ministre turc qui s'est plaint, et ils ont été obligés de s'excuser parce que là, pareil, retour du réel. C'est une position qui est la position incroyablement arrogante qu'a Israël depuis que l'affaire marquait De Gaulle dans son discours de novembre 67, où d'ailleurs De Gaulle prévoyait tout ce qu'il allait arriver. Et aujourd'hui, effectivement, les Israéliens, à force d'avoir abusé de leur position, de leur soutien, de façon non plus pensée, réfléchie en termes de géopolitique et de politique concrète, mais de façon de plus en plus mythologique et délirante, comme si Dieu était avec eux en gros. Là, commence à être aussi face à une réalité qui commence à leur devenir hostile, à une accumulation d'erreurs, à un avenir qui s'assombrit, et ils sont obligés de revenir un peu à la réalité et à une certaine forme, et je crois, une certaine forme d'humilité. Hier matin sur France Info, j'ai entendu une députée PS de Paris dire que le sexisme n'était pas une opinion, sous-entendu, selon la célèbre formule, un délit. Il n'y a pas grand-chose à penser de ça que le sexisme. De toute façon, qu'est-ce que ça veut dire le sexisme ? Il faudrait le définir. Oui, ça c'est la stratégie typiquement démocratique qui, au nom de la défense de minorités qui n'ont jamais rien demandé et qui n'en sont d'ailleurs pas, finalement qui n'en sont plus à force, c'est de faire des lois de restriction de la liberté au nom des défenses des minorités, qui consistent en fait à tout interdire. Je crois que la France est passée aujourd'hui derrière le Suriname au niveau de la liberté de la presse. D'après la dernière classification de Reporters sans frontières, on est au 48e rang mondial derrière le Suriname maintenant. Oui, donc la France devient un pays d'interdit généralisé. On est très très loin de la France de la liberté voltairienne. Et ça, de manière très faux cul, de façon typiquement démocratie d'opinion. Ça se fait pas au nom d'une dictature, alors que c'est pratiquement ça, mais toujours au nom de la défense des minorités. C'est-à-dire que, donc comme finalement, on ne fait que persécuter la majorité au nom de la défense de minorités qui se multiplient de plus en plus. Et tout devient délit, et tout devient racisme, jusqu'à l'abstraction métaphysique délirante. Tout devient incitation à une raciale, tout devient haine, etc. Et ça commence ça a gêné beaucoup de gens. Ça fait baisser incroyablement le niveau.
Mais effectivement, bon, on tire sur cette ficelle, on tirera dessus jusqu'à ce qu'elle casse, hein, c'est évident. Moi, je vois, pour rebondir, que samedi dernier, je devais donner une conférence qui s'appelait La France, les banlieues et l'islam, organisée par notre association et des associations musulmanes à Vaux-en-Velin. D'ailleurs, conférence qui a eu lieu finalement. Et en fait, alors que cette conférence était prévue depuis 3 mois, la veille, il y a eu des tracts qui ont été distribués avec des fautes d'orthographe de soi-disant mouvements antifascistes d'extrême gauche ne représentant qu'eux-mêmes, un tract entièrement mensonger, délirant, sur moi et l'égalité et réconciliation. Le préfet a fait semblant de s'émouvoir d'un risque de trouble à l'ordre public, a ordonné au maire un arrêté municipal à midi, c'est-à-dire le jour même de la conférence, alors qu'elle était prévue depuis 3 mois, dans une salle privée louée avec un contrat, etc. Et au nom de ça, il y a eu un arrêté municipal, ce qui fait que quand moi je suis arrivé pour parler, il y avait une présence policière, le préfet, enfin non pas le préfet, un envoyé du préfet, le maire, etc. pour en fait m'empêcher de rencontrer des gens qui voulaient parler avec moi sur le thème de la réconciliation nationale entre Français musulmans et Français, on va dire, de souche. Réunion que nous avons fait finalement ailleurs que dans ce local qui nous a été interdit et qui s'est très bien passé. Mais aujourd'hui, on voit que, en réalité, si on regarde bien, on interdit à un intellectuel français de s'exprimer même dans un local privé, sous prétexte de menaces de troubles à l'ordre public, organisés par des opposants qui veulent vous faire taire et qui n'ont rien à dire, et en plus de troubles à l'ordre public qui n'existent pas. Et ce qui est amusant, c'est que les policiers étaient très sympas. Je suis allé m'excuser auprès d'eux qu'un samedi soir, ils sont obligés de se les geler à 8h du soir au lieu d'être en famille à regarder la télévision. Tout le monde rigolait parce qu'on sait que tout ça est une mascarade intégrale comme les interdictions de Dieudonné. Effectivement, on a fait un référé heure par heure, mais le tribunal administratif n'avait pas de permanence ce jour-là, donc on va demander des dommages et intérêts. On gagnera sans doute parce que tout ça est illégal en plus, hein. Quand une réunion est prévue depuis 3 mois, et que la préfecture est au courant, l'interdire à midi pour le soir, c'est simplement m'empêcher de m'exprimer par tous les moyens. Mais ça, c'est la faux cuterie de la dictature, de ce libéralisme autoritaire qui s'exerce aujourd'hui. C'est la même faux cuterie que de mettre des radars partout pour racketter les automobilistes au nom de la mortalité sur la route, alors qu'il y a de moins en moins de morts et les voitures sont de plus en plus sûres. Nous rentrons dans une dictature de consommation de plus en plus qui s'exerce au nom des droits de l'homme, ce que j'appelle dans mon prochain bouquin, qui sortira un peu plus tard que prévu parce qu'il faut avoir le temps de l'écrire, ce qu'on appelle l'obscurantisme des droits de l'homme. Nous sommes passés des Lumières à l'obscurité totale, et l'obscurantisme des droits de l'homme, c'est la dictature totale du marché, dans toute sa brutalité, sa stupidité, et la destruction de tout ce qui a été l'ascension des Lumières. C'est une courbe de Gauss, on est passé de l'autre côté, et on est en train de descendre à un niveau tel d'obscurantisme qu'on va regretter la période de la monarchie absolue et de la scolastique. Parce qu'avec ce qu'on appelait les corps intermédiaires, finalement, c'était beaucoup plus démocratique qu'aujourd'hui dans les faits. C'est une réalité absolue. Il n'y a pratiquement jamais existé aucune époque dans l'histoire de France où il est aussi difficile de s'exprimer et de faire preuve d'intelligence dans l'espace public. Il y a une question que pas mal de gens se posent. On vous présente comme un défenseur de l'islam et pourtant vous critiquez Tariq Ramadan. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui disent ça ? Oui, encore une fois, le dossier est subtil et piégé. Évidemment que je défends les musulmans au nom d'une injustice globale qui leur est faite et qui remonte vraiment au 11 septembre, c'est qu'on les désigne comme ennemis de l'Occident et violents, alors qu'en réalité ils sont totalement victimes de la mise au pas et des violences de l'Occident mondialiste. C'est-à-dire que les 3/4 des gens qui sont assassinés sur la planète aujourd'hui sont des musulmans qui sont assassinés par les armées impériales occidentales. Donc déjà c'est une première raison de les défendre. Mais deuxièmement, après il y a le problème franco-français, où je dis qu'il est absolument fondamental qu'on donne enfin la parole à des Français musulmans qui ne soient pas des agents du ministère de l'Intérieur ou des agents du ministère de l'Intérieur marocain, tunisien, algérien ou égyptien, parce que c'est pratiquement que ça, mais d'authentiques Français musulmans qui s'expriment en tant que citoyens français musulmans. Et je dis que malheureusement, quand on fait un débat sur la burqa, et qui est un débat dans le cadre des institutions républicaines organisé par monsieur Gérin, qui est d'ailleurs le maire communiste qui est copain de celui qui m'a empêché de parler à Vaux-en-Velin, et dont j'ai appris d'ailleurs par les musulmans de Vaux-en-Velin qu'il était non seulement communiste mais franc-maçon, ce qui de mon temps était impossible, ça reste à vérifier. Quand la République organise un débat sur l'islam en France, le seul type qu'on trouve à inviter pour se faire d'ailleurs ratonner par 25 élus ou représentant de la République française, c'est un intellectuel musulman suisse d'origine égyptienne qui travaille en Angleterre, en Hollande et en Belgique. Je dis, on a quand même, je crois, 6 à 7 millions de Français musulmans en France. Il me semblerait même que d'un point de vue légal,
hein, d'un point de vue de la crédibilité même républicaine, on donne la parole déjà à un Français musulman, pas à un Suisse. Hein, parce que moi j'ai un très grand respect pour Tariq Ramadan, mais que sait-il de la situation réelle, du musulman réel qui vit réellement sur le terrain réel social, dans les cités notamment, face aux Français réels? Ce n'est pas seulement un débat théologique ou un débat légal, c'est aussi un débat politique pur et simple. Alors moi je dis Ramadan est un dialecticien de haut niveau, c'est un type cultivé, mais il ne connaît de la France et de la situation réelle de la France que ses aéroports et ses grands hôtels. Voilà. Donc il y a suffisamment de musulmans français pour qu'on puisse donner la parole à un intellectuel musulman français. Donc je défends, c'est parce que je défends les musulmans de France que je dis Tariq Ramadan est légitime pour parler d'islam, mais il n'est pas légitime pour représenter les Français musulmans, parce que pour ça le minimum c'est quand même d'être français. Or il n'est pas français. Voilà. En face de lui, Monsieur Glavany, qui s'est comporté comme face à Ramadan et qu'il a quasiment insulté, et quand même il y avait que des Français autour de lui, au sens de c'était des citoyens français. Pourquoi faire venir ce Suisse? Voilà, nous avons, je le redis, 6 à 7 millions, je crois, de Français musulmans en France. On peut bien trouver quelques Français musulmans qui savent parfaitement s'exprimer, qui peuvent parler de l'islam et représenter enfin, face aux Français de souche qu'on inquiète volontairement, des Français musulmans. Et quand on donne la parole à ces gens-là, tout devient beaucoup moins inquiétant et beaucoup plus apaisé. Et nous en avons trouvé un, nous l'avons rencontré, nous lui donnons la parole. Il s'appelle Albert Ali. Il fait en ce moment une conférence qu'il fait tourner qui s'appelle Français musulmans patriotes, je crois. Donc je dis, à l'avenir, donnons la parole plutôt à Albert Ali ou au Albert Ali, parce qu'il y en a beaucoup. Hein, moi, j'en rencontre tous les jours. Et arrêtons de donner la parole dans ce cadre-là, hein, c'est-à-dire de la discussion d'identité nationale française. Arrêtons de donner la parole à Tariq Ramadan, non pas parce qu'il n'est pas sympathique ou pas compétent sur l'islam, mais parce que simplement, il n'est pas citoyen français. Je pense que c'est assez clair. Hein, et c'était même étrange qu'on n'ait pas avant posé la question. Qu'est-ce que faisait ce Suisse pour débattre dans le cadre de la République française sur la question de la relation entre l'islam et la citoyenneté française. Voilà, ça me paraît clair. Donc ce n'est pas un manque de respect envers Ramadan, c'est plutôt montrer du doigt les manipulations de la République française qui représente de moins en moins le peuple et la République, et qui va chercher quelqu'un qui n'est pas légitime dans un but pervers. Hein. À vous de réfléchir pourquoi ce but est pervers et comment. Et moi j'ai la solution, c'est donnons la parole à Albert Ali et à tous les Albert Ali qu'il y a en France et qui ne demandent qu'à rassurer les Français sur le fait qu'ils sont de parfaits citoyens français et aussi de parfaits musulmans. C'est quand même assez obscène qu'un type qui est un traître absolu à son propre camp, qui disait le plus grand mal de Sarkozy avant de changer de camp, aujourd'hui joue le héros du sarkozysme et aille sur le terrain de l'identité nationale. Je l'ai écouté plusieurs fois. Bon, c'est pareil, c'est un grand professionnel du baratin, il est très fort, mais il a vraiment... D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai remarqué ça quand je regarde Philippe Val, quand je regarde Besson, c'est que les gens ont de plus en plus la tête de ce qu'ils sont, les têtes de traîtres et de faux culs. On dirait que si on faisait un casting pour un film, on prendrait Philippe Val, ça serait le félon, Besson le traître. Les gens ressemblent de plus en plus à ce qu'ils sont. C'est ça qui est tragique. Elisabeth Lévy, hystérique. Enfin, ça se voit, quoi. Ça se voit. Finkielkraut, pareil. On sent qu'on attend que l'infirmier vienne lui faire sa piqûre quand il parle. Je veux dire, ça devient à la fois grotesque, comique et insupportable. Hein. Voilà. Et donc, Besson aussi, je sais. Quand ce type-là donne des leçons, l'autre jour, il donnait des leçons à Marine Le Pen. Et effectivement, Marine Le Pen a eu un mot assez intelligent quand Payon est pas venu. De toute façon, vous pouvez faire le socialiste et l'UMP, et vous êtes les deux, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous donner des leçons de morale, de leçons d'éthique et des leçons de politique, on prend de plus en plus des traîtres, des transfuges. Ça me fait penser un peu à Mélenchon, qui en étant sénateur socialiste, après 25 ans ou 30 ans de parti socialiste, hurle comme s'il était un jeune gauchiste sorti tout droit de la fac de Nanterre. On dirait c'est comme une vieille putain qui exige de se marier en blanc, hein, tu vois, alors qu'elle a 30 ans de rue Saint-Denis, quoi. Je veux dire, on arrive aujourd'hui à une obscénité du politique qui tend vers le comique et qui, comme je l'ai dit au début, peut être même inquiétante pour eux, parce qu'ils vont tellement loin dans l'arnaque, le mensonge, l'obscénité, surtout quand il se part de vertu morale, sur que Besson normalement devrait baisser les yeux et se taire. Je veux dire, c'est un traître, c'est un malhonnête, c'est un camelot, c'est un menteur. Je veux dire, il sait très bien le sale boulot qu'on lui fait faire, puisqu'aujourd'hui le débat sur l'identité nationale, c'est pour montrer du doigt les musulmans. On le sait très bien, parce qu'il faut dévier la crise, une crise sociale sur une question ethnique. Et on sait très bien que les pauvres qui souffrent étant des ouvriers français de souche et des gens issus de l'immigration, donc
des Français musulmans, on essaie de casser une solidarité de classe en rivalité ethnique. On le sait très bien, c'est du B et à bas. Moi qui suis quand même marxiste de formation, effectivement, en banlieue, on cassera la solidarité de classe des chômeurs par des rivalités ethniques. On est dans une situation effectivement de plus en plus obscène, de plus en plus violente, avec des gens qui parlent de manière de plus en plus illégitime, avec des doubles casquettes, c'est-à-dire tantôt goy, tantôt juif, tantôt PS, tantôt UMP, tantôt d'ailleurs on peut parler du patron de EDF, tantôt privé, tantôt public, alors que c'est en plus sur le même secteur. Ça devient de plus en plus obscène et n'importe quoi. Voilà. Donc jusqu'où va-t-on aller, jusqu'où va-t-on descendre, c'est la question qui est posée, ça s'aggrave tous les jours, ça continue, et à quel moment ça va péter, parce que c'est cette question que je pose. Et si ça pète pas, c'est encore plus grave que si ça ne pète pas, c'est encore plus inquiétant que si ça pète, parce que plus ça pètera tard, plus ça pètera fort. Dernière question, est-ce que vous avez un livre ou un film à recommander aux auditeurs? Alors là, je vais ruser un peu. Le livre que j'aurais à leur conseiller, c'est le mien, qui doit sortir en avril. Malheureusement, sa sortie va être retardée, parce que je peine à trouver du temps pour achever sa rédaction. Mais je vais quand même en parler. C'est un bouquin qui s'appelle Comprendre l'Empire, et qui essaye de faire une analyse globale et complète de tout le processus totalitaire mondialiste. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui oseront s'attaquer à ce dossier-là, qui oseront le traiter de part en part. Donc c'est ce bouquin-là, à mon avis, qu'il faudra lire demain, mais j'en retarde la sortie parce que les conférences, le travail sur Internet, parce qu'il faut se dépêcher d'intervenir sur Internet, parce qu'ils sont en train d'essayer de trouver la parade. Je crois que dans très peu de temps, les sites comme les nôtres risquent d'être interdits pour des raisons plus ou moins obscures, puisqu'effectivement toute la liberté aujourd'hui s'exerce sur Internet, et donc il faut se dépêcher de s'exprimer au maximum tant qu'on peut. Et donc je privilégie pour l'instant les interventions un peu immédiates, un peu audiovisuelles sur le livre, mais je vais coûte que coûte finir et sortir ce bouquin qui s'appelle Comprendre l'Empire, et dont le sous-titre est Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, parce que je pense que c'est ça l'avenir, c'est de savoir si le gouvernement mondial va régner sur un monde d'ilotes décervelés, ou si la révolte va avoir lieu, et si cette révolte a lieu, elle aura forme sous forme de révolte nationale, sous le slogan nationaliste de tous les pays, unissez-vous contre la gouvernance globale du mondialisme. Hein. Et l'élastique se tend, la violence est de plus en plus grande, les camps, les lignes de fracture et les camps se définissent de façon de plus en plus voyante. Les gens sont ne peuvent de moins en moins tricher, quoi. Hein. On voit très bien, pour reprendre Elisabeth Lévy, que c'est de plus en plus, voilà, ils sont dans une posture néo-réactionnaire, pro-sioniste, même s'ils ont à un moment donné défendu la Serbie. Enfin voilà, ils sont côté quelques petits gris-gris progressistes ou non alignés, mais on voit très bien où est l'essentiel. Je parlerai pas de Dantec qui essaie de m'intenter un procès en ce moment. Les choses deviennent de plus en plus claires et de plus en plus visibles. Hein. Donc c'est l'intérêt d'une crise qui se radicalise. Ça devient de plus en plus dangereux et violent, mais au moins de plus en plus visible. Donc il y a une forme de justice et de vérité là-dedans, quoi.